Bonjour à tous. Nous allons commencer. Je pense que les gens se connecteront, et nous prendront dans le chemin du webinaire. Bienvenue pour ce webinaire de présentation sur, être lauréat d'un projet Horizon Europe avec l'analyse de cas pratiques. Et puis, ce webinaire, je vous précise qu'il ne vise pas à se concentrer sur les processus d'évaluation, mais bien de vous donner des pistes de réflexion sur la manière d'intégrer certains aspects transversaux, et notamment dans l'écriture du projet, et cela sera appuyé par, le regard expert, de Constantin sur pour analyser ces sujets. Donc avant de démarrer notre, webinaire, je vous remercie par avance de couper votre, caméra et votre micro, mais n'hésitez pas à interagir avec nous via le chat et nous avons également prévu un temps d'échange à l'issue de notre présentation. Donc voilà, je vais passer maintenant au programme de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à justement, interagir, hein, via le chat. Au programme, donc heu, nous ferons un bref rappel sur le processus d'évaluation dans Horizon Europe, puis nous aborderons certains aspects transversaux, dans les approches avec, les sciences humaines et sociales ou l'approche interdisciplinaire, les aspects liés à la dimension du genre, l'open science, l'IA et ainsi que la gestion des risques. Et puis, avant de clôturer ce webinaire, nous avons prévu un temps d'échange avec vous et Constantin, lors de nos, interventions, n'hésitez pas à illustrer, nos présentations de votre expérience. Tout d'abord, je vais vous présenter les les critères, enfin le processus d'évaluation avec un rappel sur les critères. Donc dans les recherches Innovation Action et les Innovation Action, vous êtes évalué sur 3 critères: l'excellence scientifique, la clarté des objectifs avec la solidité de la méthodologie et les approches transversales. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc vous allez également devoir décrire pour l'impact les pathways, la dissémination, la communication et la diffusion des résultats pour atteindre et maximiser les impacts attendus. Au niveau de l'implémentation, vous devez devoir justifier de la qualité et de l'efficacité de votre work plan, estimer estimer les risques et anticiper les mesures d'atténuation de ces risques et argumenter sur la qualité de votre consortium et le rôle de chacun. Pour les CSA, vous avez également des critères. Également sur l'excellence scientifique, l'impact et la qualité, de votre work plan, et l'implémentation de votre projet et c'est surtout sur la partie excellence que les attendus diffèrent légèrement, comme vous pouvez le voir sur cette planche. Sur les considérations, politiques et horizontales de la commission, donc elle attend, que nous prenions en compte, la science ouverte, la dimension du genre dans les projets de recherche et d'innovation, les pathways to impact, les mesures pour maximiser cet impact, les principes de do non significant harm et également la dimension de l'intelligence artificielle. Donc ces aspects doivent normalement être pris en compte dans toutes les propositions soumises, sauf si le contraire est précisé dans la description du topic. Certains appels peuvent également, hem, inclure d'autres aspects comme, prendre en compte les sciences humaines et sociales. Donc les experts, évaluateurs doivent également vous juger sur ces points. Alors sur un schéma du processus d'évaluation standard, que vous pouvez voir sur cette planche issue de présentation de la commission. Donc les services de la commission analysent la conformité de la proposition, puis assignent au moins 3 experts évaluateurs pour l'évaluation individuelle des propositions. Lors de l'étape du consensus groupe, les experts évaluateurs se mettent d'accord sur une position commune qui inclut les notes et les commentaires. Le groupe de consensus est modéré par une personne de la commission et un rapporteur rédige le consensus report. Le panel d'experts se réunit dans le cadre de comités de révision pour vérifier la cohérence des évaluations et obtient un accord sur les notes et commentaires et, si nécessaire, ce comité résout les désaccords entre experts. Le panel classe également les propositions ayant le même score. Ensuite, les services de la commission établissent le classement.
La phase d'évaluation dure jusque 5 mois et se termine par la transmission de l'Evaluation Summary Report, qu'on appelle ESR. Une fois la proposition retenue, la phase de subvention, la convention de subvention pardon, est signée dans un délai de 3 mois et l'ESR communique une note et un commentaire pour chaque critère d'évaluation et offre une évaluation claire et justifiée de la proposition, avec un retour sur ses forces et ses faiblesses et une explication sur les lacunes. Mais l'ESR ne communique pas de recommandations. Alors pour un petit peu plus de précision sur les notes, donc le système de notation de la commission, les notes s'échelonnent de 0 à 5, comme vous pouvez voir sur cette diapositive. Pour être dans la liste finale, il faut obtenir au moins 3 sur 5 à chaque critère et une note globale de 10 sur 15. En général, les 3 critères sont pondérés de la même façon, sauf dans le cas des Innovation Action, pour lesquels le critère impact est pondéré d'un facteur 1,5. Donc la note de 5 correspond à une proposition excellente qui pourrait contenir un shortcoming mineur. Puis si la proposition contient de plus en plus de shortcomings, la note descend parfois de 0,5 en 0,5 selon les lacunes. Et un projet qui présente de faiblesses significatives, des significant weakness, la proposition doit avoir une note en dessous du seuil, ce qui limite ce projet. Dans ce webinaire, nous allons présenter 2 cas pratiques pour mieux appréhender la dimension des sciences humaines et sociales et l'approche multidisciplinaire. Et puis, nous verrons également la dimension du genre, comment ces projets ont exploité cette partie. Et puis, l'explication sur les pratiques de la science ouverte, notamment sur le management des données et parfois l'engagement des citoyens ou des parties prenantes. Constantin pourra appuyer la démarche sur la partie IA et je vous présenterai aussi un exemple de comment on peut aborder le management des risques. Donc, sur les cas pratiques, donc, pardon, excusez-moi. Le premier cas pratique concerne un projet lauréat de la destination 1. Alors, je vous résume juste la destination 1 pour que vous voyez un petit peu comment le projet se positionne. Donc, la destination 1 du cluster 5, elle est destinée aux sciences du climat et aux réponses pour la transformation vers la neutralité carbone, la neutralité climatique, pardon. L'objectif visé par cette destination est de contribuer à la transition vers une société et une économie climatiquement neutre et résiliente. Cette transition sera rendue possible par une science climatique avancée sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Et il est également attendu des transformations dans les comportements des citoyens et des parties prenantes. Pour cela, les sujets de ce chapitre visent à faire progresser les connaissances et fournir des solutions dans différents domaines, notamment celles des sciences du système terrestre, lien avec l'adaptation au changement climatique et les sciences sociales qui s'y associent, et une meilleure compréhension des interactions entre le climat et les écosystèmes. On vous demande également de contribuer aux principales évaluations internationales et de renforcer l'espace européen de la recherche sur le changement climatique. Il est attendu également d'accroître la transparence, la fiabilité et l'utilité pratique de la base de connaissances sur le changement climatique à l'usage des décideurs politiques et des autres parties prenantes et des citoyens. Donc, sur le topic sur lequel le projet s'est positionné, donc, il était attendu l'amélioration de méthodologie d'évaluation économique des politiques environnementales. Et il y avait une précision dans le sujet qui était qu'il fallait mener une approche interdisciplinaire assez forte et qui intégrait également des sciences humaines et sociales, mais pas que. Donc, concernant le projet lauréat, il propose une méthodologie innovante pour évaluer les politiques européennes sur les questions climatiques et améliorer leur impact. Il produit des recommandations, des préconisations, et le consortium est composé d'experts, d'acteurs du monde académique et scientifique en majorité, en sciences politiques, économiques, sociologiques, psychologiques et environnementales. Je ne pourrais pas vous donner plus d'éléments sur le projet, plus précis, afin de respecter la confidentialité de la proposition. Alors, au sujet dans le premier exemple, on va vous montrer un petit peu comment ils ont abordé l'approche multidisciplinaire avec l'intégration des sciences humaines et sociales. Donc, sur cette planche, nous vous présentons 3 niveaux de l'approche, comment elle est présentée dans le template.
comment elle est attendue dans le dossier de soumission. Ensuite, nous verrons comment les bénéficiaires l'ont traité dans la proposition. Et puis pour terminer, comment les experts ont perçu ce critère. Alors sur l'approche interdisciplinaire et l'intégration des SHS, donc le template précise qu'il faut expliquer comment l'expertise et les méthodes des différentes disciplines seront intégrées et préciser et justifier le rôle des SHS si c'est attendu par le topic. Alors dans le projet, eh bien, je rappelle que c'est un sujet avec une approche interdisciplinaire qui était vraiment attendue, incluant les SHS, mais pas que. Donc, les bénéficiaires ont fait le choix de ne pas traiter dans un paragraphe précis la dimension des SHS, mais cependant, le consortium est par nature interdisciplinaire. Les différentes disciplines sont impliquées dans les différentes activités de recherche dans un travail collaboratif. Le projet est composé de plusieurs work packages, dont un work package dédié à la dimension interdisciplinaire et dirigé par des experts des SHS du consortium. Il est dédié à l'analyse des perceptions, l'acceptation et la motivation des end users. Et ensuite, le projet argumente sur une méthodologie multidisciplinaire. Il l'a décrit. Les analyses sont conjointement menées par les différentes expertises avec les SHS et les économistes et pour la co-construction de nouvelles connaissances et également comment évaluer ces politiques européennes sur la dimension environnementale. Alors, dans l'évaluation, il est décrit que la dimension interdisciplinaire du projet est très bien décrite et que les différents experts jouent un rôle pertinent et important dans le projet et que les différents work packages montrent bien la création de connaissances et d'activités expérimentales d'une façon transdisciplinaire. Donc, Vasile, je ne sais pas si tu peux prendre la main, sinon je peux passer la slide. Si ça ne te dérange pas, comme ça c'est plus simple. Je ne sais pas si je peux prendre la main, si tu peux passer. Je te le passe. Donc, le deuxième exemple, c'est un projet de la destination 3. Je ne vais pas détailler la destination 3. Il y a 3 topics principaux. Vous avez les énergies renouvelables, vous avez les systèmes réseau d'énergie et stockage d'énergie. Et troisième, c'est CCUC, donc c'est capture, stockage et utilisation du carbone. Ce premier critère qu'il a été déjà mentionné par ma collègue, les sciences humaines. Donc, dans ce projet, il a été spécifié que les sciences humaines doivent être intégrées dans le projet. Exactement, c'est écrit en anglais, donc doit bénéficier de la contribution effective des disciplines des sciences humaines, de la participation des experts et d'institutions des sciences humaines, ainsi que de l'inclusion d'une expertise pertinente en matière de sciences humaines afin de produire des effets significatifs et importants, renforçant l'impact sociétal des activités de recherche connexes. J'ai lu juste en français le texte qui est mentionné dans l'appel à projet. À chaque fois quand c'est mentionné, c'est obligatoire que l'expertise des SSH, sciences humaines et sociales, doit être incluse. Et dans le cas de ce projet, qui est un projet dans la destination 3, comme je viens de le dire, il y avait plusieurs aspects qui ont été pris en compte, dont un des aspects importants, c'était que des partenaires avaient une expertise sciences humaines et sociales. Et c'est ces partenaires qui supervisaient l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation d'impact, et ça tout au long du projet. Et ce qui est important, c'est que cette méthodologie peut permettre d'évaluer les impacts en matière de sciences humaines et des solutions développées au sein du consortium en soutenant également les partenaires technologiques. Et aussi, c'est une question d'acceptation par toutes les parties prenantes et puis également pour les utilisateurs grâce à l'adoption du processus de conception. Un deuxième point, c'est que le projet vise à intégrer davantage les SHS tels que l'économie comportementale, la gestion d'entreprise, la sociologie, l'histoire et la culture, le droit et l'éthique dans son approche. Bien sûr que le point principal, c'était ce qu'on appelle les STEM, Science, Technology, Engineering and le Mathematics. Mais en même temps, justement, ça a été mis en évidence lors dans le rapport, c'est qu'il s'appuiera sur des partenaires orientés vers la sciences humaines pour une expertise. Et tout ça, donc vous avez d'un côté les sciences, ce qu'on appelle dures, et d'autre côté, vous avez les sciences humaines. Et vous essayez de faire que les deux s'harmonisent d'une certaine manière.
Et si vous voyez le rapport, c'est qu'un large éventail de disciplines pertinentes, notamment la science, bon, ainsi de suite, ainsi que les sciences humaines, sont efficacement intégrées dans le travail proposé. Donc, ça a été normal pour tous les projets. La Commission européenne, je crois qu'il y a une différence, Constantin pourra ajouter, c'est qu'en H2020, elles étaient, mais cette fois-ci, en tout cas, c'est mon ressenti quand je participais à des webinaires où il y avait les invités de la Commission européenne, ils insistaient, ne mettez pas des experts sciences humaines. OK, je l'ai oublié, je vais le mettre juste un mois avant le dépôt du projet. Ce n'est pas vraiment la bonne approche à prendre en compte. C'est tout pour cette partie. Je ne sais pas, Constantin, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas d'intervenir, hein, à n'importe quel moment. Voilà. Eh bien, Sinon, tu peux bah, continuer. Ouais. je vais parler de l'approche de la dimension du genre dans ces activités en reprenant le premier projet, hein, sur la destination 1. Donc la dimension du genre, donc elle doit être décrite et prise en compte dans la recherche et l'innovation du projet. La commission, elle attend au-delà de la parité entre les membres du consortium, hein. C'est vraiment comment la question du genre, influence, ou en tout cas, et doit être intégrée dans la recherche et l'innovation dans votre projet, dans votre méthodologie. Si vous ne considérez pas qu'une telle dimension est pertinente dans votre projet, là, vous devez la justifier. Vous devez argumenter sur le fait que cette dimension n'est pas pertinente. Mais sinon, vous devez la traiter. Donc, dans le projet, le consortium démontre un engagement pour l'équilibre entre les sexes dans la représentation des parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer, enquêter auprès de décideurs, auprès de citoyens, auprès de représentants de collectivités territoriales ou locales. Et dans ces représentants, ils vont être vigilants sur la composition des groupes. Ensuite, le projet s'engage à explorer la différence entre les sexes, dans la question de recherche spécifique, c'est-à-dire dans l'évaluation sociale, les enquêtes individuelles. Donc la dimension du genre est bien un critère d'analyse dans l'évaluation des politiques et de leur acceptation. Donc dans l'ESR, il a été appuyé le fait que l'approche du projet dans la prise en compte de la dimension du genre était très bonne. Le projet aborde explicitement les différences entre les sexes dans ses propres recherches, et en particulier dans l'évaluation des politiques européennes. Donc ça, c'est un atout important qui a été mentionné par les experts par rapport au projet. Donc, vas-y, si tu veux traiter cette dimension dans ton projet, enfin dans le projet que tu présentes, pardon. Oui, je vais ajouter deux petits points. Donc, le premier, c'est que les idées et les approches de l'outil GEAR ont été capitalisées. En fait, GEAR, en français, c'est EIGE. C'est l'Institut européen pour l'égalité des hommes et des femmes. C'est un institut qui a été créé il y a plus de 10 ans, 2010, je crois, justement pour promouvoir cette égalité. Et c'est important que dans le projet a été précisé qu'ils vont utiliser, ça va capitaliser même les outils et toutes comment ça s'appelle, les conseils qui ont été, ou même les indications qui ont été, recommandations plutôt, qui ont été faites dans le cadre de cette. Il y a un site, on peut le mettre après, il y a un site internet qui s'appelle, et c'est dans presque toutes les langues, il présente ça. Et puis, il y a un deuxième point, donc l'analyse comportementale et de sensibilité en fonction du genre sera menée pour identifier les différences potentielles entre les genres concernant les questions de satisfaction, de préférence et de perception à l'égard des technologies, activités et services proposés. Parfois, quand on faisait des projets H2020, en tout cas, tel que je me rappelle que parfois, on se disait, bon, je caricature un peu, mais on met, je ne sais pas, deux, trois femmes, et puis c'est bon, c'est fait, on montre qu'on on faisait un paragraphe de 3 lignes, et puis ça passait. J'exagère, hein, mais souvent, là maintenant, c'est qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas passer si vous faites une fois ça, mais à mon avis, ça va être plus compliqué. C'est tout Après, vous regardez le rapport qui a été fait dans le ESR, c'était marqué la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation est traitée de manière appropriée par une reconnaissance convaincante des dépendances du genre dans les données. Je crois que j'ai dit tout, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bon de mon côté. OK, donc je vais présenter, dans le premier projet, la dimension de l'open science. Donc,
concernant ces pratiques, donc dans le template, pardon, il est attendu que vous devez décrire comment les pratiques de la science ouverte sont mises en œuvre en tant que partie intégrante de la méthodologie. Donc, les candidats qui génèrent des données au cours du projet doivent également fournir une page dans votre dossier sur la manière dont les données seront gérées selon les principes FAIR, Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Donc, dans le projet, le consortium précise que les mesures techniques et juridiques seront mises en place dans le respect de la réglementation européenne sur la protection des données. Ensuite, le projet précise en quoi la gestion des données respectera les principes FAIR pour chacun des critères et beaucoup de données, il précise également que beaucoup de données seront générées dans le projet dans le cadre de beaucoup d'enquêtes et d'expérimentations sciences humaines et sociales. Donc, sur la partie dimension sur le stockage et sécurisation des données, donc il est précisé que les données seront stockées dans une dimension court terme, moyen terme et archivées en vue d'être réutilisées. Ensuite, il précise que certains des partenaires du consortium ont été identifiés en raison de leur capacité à stocker de nombreuses données de recherche et pouvoir ensuite faciliter leur réutilisation et leur nouvelle exploitation par d'autres. Il est indiqué qu'il y a une co-responsabilité des partenaires sur la sécurité des données et qu'ils ont mis en place également des règles de sécurisation communes et de partage et droit d'accès sur les plateformes de données communes lors du travail de groupe des activités de recherche. Sur la dimension d'open data et d'open science, donc il est indiqué qu'il est rendre disponible à la communauté de la recherche toutes les données et métadonnées, ainsi que documents en respectant un langage accessible par tous, et ils mettent à disposition sur des plateformes dédiées en vue de réutilisation de ces données, et aussi ils permettent au grand public d'accéder à ces données. Ils sont vigilants à l'anonymisation de ces données, et puis aussi ils sont vigilants sur les données sensibles. Et puis, les publications scientifiques seront réalisées dans des revues en open access destinées à la communauté scientifique dans le cadre de la diffusion et le partage des connaissances. Ils ont également précisé qu'ils transmettront, mais ça c'est attendu comme livrable, c'est obligatoire, un plan de management des données et qui sera développé dans les 6 mois du projet. Donc, ils l'ont précisé. Donc, dans l'ESR, il est indiqué que la pratique de la science ouverte et des politiques de gestion des données sont présentées de manière convaincante et seront détaillées davantage lors de la mise en œuvre. Donc, il précise qu'ils approfondiront cette thématique dans le projet et les évaluateurs ont noté que les données étaient bien gérées selon le principe FAIR. Donc, vas-y, si tu veux parler de ton exemple. Merci, Marilyn. Donc, le deuxième exemple, c'est toujours sur le même projet de la destination 3. J'aurais dû peut-être préciser quand j'ai parlé des sciences humaines, c'est que dans le projet, il y a eu un paragraphe dédié dans le chapitre 1, dédié, donc 1-2, aux sciences humaines et sociales, et il y a un paragraphe qui a été dédié à la science ouverte. Et ça, c'est important. Bon, en tout cas, dans le cadre de ce projet, elle était bien demandée, que ce soit pour les SHS et pour la science ouverte, c'était une partie très importante. Elle était précisée dans le texte de l'appel. Normalement, vous devrez, il y a le principe de Open Science, mais quand c'est précisé dans le texte de l'appel, c'est d'autant plus qu'il faut passer du temps et il faut vraiment le faire bien. Et voilà, dans ce cadre de ce projet, comme c'était sur des données, ils ont tenu compte, ils ont vraiment ce qui a été déjà décidé dans un projet, c'est un projet phare Gaia-X qui permet de réunir, c'est un projet européen qui a été initié par l'Europe pour les Européens et au-delà, qui ont permis de réunir les milieux d'affaires, les scientifiques et les politiques. Donc, vous voyez, c'est assez large comme spectre justement pour arriver à mettre tout le monde d'accord. Et après, ils ont créé des outils, bien sûr, et des recommandations. Et dans ce projet, donc, ils ont tenu compte, dans le cadre de l'infrastructure de données, de ce qui a été recommandé dans ce projet Gaia-X, qui permettait de faire la collecte, l'échange de manière transparente, flexible, interopérable et sécurisée du données.
modélisé selon des normes ouvertes. Un deuxième point, c'était que pendant le projet, tous les partenaires suivront des méthodes et des étapes qui garantissent le partage rapide et ouvert des résultats du projet. Je ne vais plus mentionner les outils, mais ont été déjà en grande partie précisés par ma collègue Marilyn. Ouais, effectivement, il y a une idée de libre accès aux résultats de la recherche et participants dans le cadre du peer review, c'est de la même manière que pour le peer review, vous avez les publications des articles scientifiques. Et puis, il y a une gestion des résultats de la recherche et mesures visant à assurer la reproductibilité des résultats de la recherche. Et après, un point important également, c'est l'implication des acteurs, donc toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, la société civile, les utilisateurs finaux, dans la co-création de l'agenda et du contenu de recherche et innovation. Ça, c'est important. Vous voyez? Donc, c'est bien sûr que quand il a des projets européens, il a une partie confidentialité. Ça, il y a toujours cette partie confidentialité. Vous pouvez toujours la garder d'une certaine manière. Mais encore une fois, quand c'est précisé clair et net que les données doivent être open source, même dans ce cadre-là, Constantin, il va ajouter lui-même, même dans ce cadre-là, il y a open science, ça ne veut pas dire ouvert complètement à 100%. C'est ouvert, mais il y a une partie qui pourrait quand même être utilisée comme un savoir-faire pour l'Europe. Parce que bon, on est en Europe, mais il faut non plus. Mais disons que quand ce sont au niveau des logiciels ou autres, il y a des modèles où c'est marqué que ce soit ouvert. Bah, il faut que quelqu'un d'autre prenne votre modèle et pourra l'améliorer, par exemple. C'est tout. Et puis, vous voyez, dans le cadre du rapport, c'est marqué le partage ouvert des résultats de la recherche est convaincant et réaliste. Par exemple, l'approche proposée comprend le libre accès, la reproduction, la réplication et la réutilisation des résultats. C'est bon pour moi, j'ai fini. Je laisse notre expert Constantin, évaluateur et chairman prendre la parole. Merci. Ah non, je crois que Marilyn, tu vas continuer, pardon. Oui, Pardon. j'avais précisé, pardon, juste par rapport à l'engagement, parce que c'était aussi une dimension importante, mais c'est juste après, je laisserai la parole sur l'IA, mais c'est pour juste illustrer un peu plus sur la partie qui était fort attendue sur l'engagement des citoyens et des parties prenantes, parce que dans le projet, c'était une dimension très innovante qui a été relevée par les évaluateurs. Donc en fait, je ne représente pas ce qui est attendu dans le topic, hein, c'est la pratique de la co-construction des activités de recherche et d'innovation avec les citoyens ou les parties prenantes fait partie de l'open science, de la science ouverte. Et donc, dans le projet, ils mettent en place des enquêtes, des entretiens, des ateliers participatifs avec les décideurs et les citoyens. Et donc, le consortium s'appuie sur son advisory board, c'est écrit comme ça, afin de bien prendre en compte pour produire des contributions ou des préconisations. Et il s'appuie également sur un guide du JRC il s'agit du manuel Science for Policy, qui fournit des conseils sur la manière d'attirer l'attention des décideurs sur les sciences. Et la référence est indiquée en bas de cette planche. Et je trouvais que c'était une référence pertinente qui pourrait vous aider dans vos pratiques d'open science, quand c'est attendu dans ce genre de travail avec les décideurs politiques. Donc, dans l'ESR, il était juste indiqué que l'engagement des parties prenantes était une dimension très innovante du projet et que les membres du consortium allaient vraiment co-construire des préconisations avec les parties prenantes en vue que les politiques mises en place aient un meilleur impact. Donc voilà, maintenant, je voulais parler du management des risques, mais avant, je laisse la parole à Constantin pour la partie IA. Alors, je ne sais pas si vous aviez une slide ou je vous laisse la main. Non, non, pas particulièrement. Tu veux que je parle que IA en ce moment ou je reprends certaines choses qui ont été dites? Vous pouvez reprendre, profitez-en, oui, oui. D'accord. Non, concernant SSH, bon, je dois dire que vous avez été très bon parce que j'ai que quelques commentaires petits à faire seulement, hein. Mais on ne le répétera jamais assez. Il faut lire le call super en détail, mot par mot, et surtout, ce qu'on fait rarement, lire le guide for proposers, hein. Le guide il faut lire les deux guides. Celui pour proposer, pour écrire une proposition et celui des évaluateurs. Ça, c'est intéressant. Là, vous allez voir que
il faut penser à l'évaluateur. L'évaluateur, lui, il cherche la donnée qu'on lui demande d'évaluer. Donc, plus vous la mettez en évidence, c'est plus facile pour l'évaluateur. Il va considérer que la proposition est complète. En tout cas, vous allez lui faciliter la vie, il sera content. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un évaluateur, il a un chairman qui est souvent le rapporteur aussi, qui, lui, il cherche dans l'évaluation de l'expert, que l'expert a adressé 100% des critères, sous-critères, des mots-clés, etc., qu'il y a dans la proposition et tout ce qu'on lui demande. Donc, il faut vraiment tout mentionner. Et c'est aussi particulier parce qu'il faut adresser dans certains sous-critères, hein, et dans certains sous-critères, il faut adresser les aspects, et en cas de SSH, c'est dans tous les critères. Donc, autant science que impact que implementation. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Aussi, on va chercher dans l'ordre, on évalue dans l'ordre. Donc, s'il faut revenir en arrière, s'il faut chercher l'information, c'est toujours plus compliqué. Hein. Ce qu'a dit... ouais, ça, c'est pour Open Science. Pour Gender Dimension, ça a été dit par Vasile, c'est fini, Gender Balance. Hein. C'est pas parce que vous rajoutez 3 femmes d'un côté, vous avez 3 hommes de l'autre, c'est bon, on est équilibré. C'est plus ça. Hein. Ça a eu été par le passé. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est que si c'est une recherche sur l'égalité homme-femme, ça va de soi qu'il faut adresser le topic. Mais imaginons que c'est de la recherche scientifique sur la biologie, sur quelque chose qui est lié avec des hormones. Forcément, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Hein. Donc, il faut adresser la thématique hormones, hommes, femmes, etc. Donc, c'est plus... Ça peut être aussi le gender balance, mais il n'y a pas que. Hein. C'est beaucoup plus large que ça. En termes de généraux, je trouve que dans les 2 exemples qui ont été nommés, et aussi en Open Science, appuyez-vous sur des principes, le principe FAIR par exemple, sur GEAR. Hein. Alors GEAR c'est un peu différent, mais c'est un principe qui est déjà établi, l'autre c'est des rapports de grosses institutions qui sont expertes dans certains domaines. Appuyez-vous sur ça, pas la peine de réinventer la roue. Et puis l'expert, ça va lui donner quelque chose aussi que lui, il connaît, c'est une référence qu'il connaît, et c'est pas quelque chose que vous n'allez pas avoir besoin de le convaincre que ce que vous allez développer, il est bien. Hein. Donc ça, c'est très important. Et Open Science ne veut pas dire rentrer en conflit avec Intellectual Property. Hein. Au contraire, si vous justifiez bien, ça va passer. L'important, c'est avoir bien réfléchi qu'est-ce qui va en Open Science, qu'est-ce qui va en impact, qu'est-ce qu'on va protéger, pourquoi on va le protéger, etc. On est de plus en plus impact-oriented. Hein, et donc ça c'est important. Et j'arrive à l'intelligence artificielle. En fait, là où nous, ce qu'on nous demande de plus en plus, et dans certains appels à projets, dans certains types de projets, c'est même obligatoire, c'est convaincre l'évaluateur de la robustesse de vos modèles de machine learning, intelligence artificielle. Hein. C'est super important. On a déjà trop vu
de systèmes d'intelligence artificielle qui se rétroalimentent, qui finalement, ils arrivent à des choses aberrantes. Donc, démontrez vraiment la robustesse de vos modèles, hein. D'où vous sortez les données, que sont vérifiées, que sont vérifiables, comment vous allez obtenir des nouveaux résultats, est-ce que sont vérifiés, vérifiables, et est-ce qu'ils sont corrects surtout. Et qu'est-ce que vous rentrez dans la boucle ou qu'est-ce que vous ne rentrez pas dans la boucle des données. Ça, aujourd'hui, mettre l'intelligence artificielle, c'est une bonne idée dans un projet, mais il faut bien le justifier. Voilà, pour l'instant, après, il y a toute la partie risque. Je ne sais pas, peut-être que j'oublie une petite chose, si vous avez des questions, vous me dites. J'ai pas vu de questions dans le chat, mais on verra bien lors de la partie échange si on aura plus de questions après avoir fait l'ensemble des présentations. Et donc, je vais partir sur l'exemple de management du risque, puisqu'on a déjà été questionné en tant que PCN sur cette dimension, comment bien répondre aux attentes des évaluateurs sur cette dimension, donc qui est plus dans la partie implémentation, hein, qui n'est plus dans la partie excellence scientifique. Donc, dans le template, on attend de vous que vous listez l'ensemble des risques liés à la mise en œuvre du projet, selon lesquels les objectifs du projet énoncés ne pourraient pas être atteints. Donc, vous devez détailler l'ensemble de ces risques et lister les mesures d'atténuation pour les éviter ou les réduire. En général, il est conseillé d'indiquer au moins un risque par work package. Et dans le consortium, ici, le projet, les bénéficiaires ont rédigé quelques lignes sur SACRIST, ils le présentent, et ensuite, ils ont tout regroupé dans un tableau de synthèse inspiré du template, du template qui est au niveau de la partie 3.1. Donc, je vous le présenterai un petit peu ensuite pour que vous voyez bien un petit peu ce qui est attendu. Donc, dans l'ESR, les évaluateurs ont bien montré les mesures d'atténuation. Il a été indiqué que les mesures d'atténuation sont expliquées de manière convaincante pour les risques. Ils ont été identifiés. Les principaux risques mis en œuvre sont décrits de manière structurée, mais au regard des évaluateurs, le plan de gestion des risques n'était pas assez abouti. À la lecture de ce document, ils attendaient d'autres risques qui pour eux pouvaient impacter le projet. Donc là, vous pouvez voir en exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est lisible, mais vous le trouvez dans le template, hein, au niveau du paragraphe 3.1, au niveau du petit e. Donc, vous devez décrire dans ce tableau tous les risques que vous avez identifiés, nommer les work packages impliqués et ensuite proposer des mesures d'atténuation. Et ensuite, pour chaque risque, vous devez quantifier sa gravité et sa fréquence. C'est-à-dire, si le projet, si ce risque arrive, en quoi c'est très grave pour la mise en œuvre de votre projet, en quoi ça va impacter la bonne conduite de projet, et puis sa fréquence, c'est-à-dire la probabilité qu'il se produise, est-ce que c'est très rare ou est-ce que finalement il y a peu de chances que ça se réalise. Donc comme ça permet d'avoir une cartographie de ce que vous avez identifié et vous mesurez et vous montrez un petit peu la solidité de votre plan en assurant un petit peu ce tableau. Donc, n'hésitez pas à regarder le template et guide comment bien répondre à cette demande de la commission. Donc, ensuite, n'hésitez pas à poser des questions et je voulais juste vous remettre quelques liens utiles par rapport à la présentation. Donc, lors de nos événements, nous avions déjà travaillé sur les ESR et notamment un webinaire en lien avec le PCN juridique et financier et le PCN SHS sur la prise en compte des évaluations. Donc, je vous mets le lien ici sur cette présentation, comme ça vous pourrez revoir ce webinaire. Et dedans, on évoquait également la dimension du genre, ainsi que comment intégrer des experts en HSS et quel type d'expertise ils peuvent apporter.
vous met également dans cette planche le webinaire sur l'évaluation des propositions dans Horizon Europe, qui a été proposé par le PCN juridique et financier. Je vous renvoie le lien vers notre fiche pratique que nous avons écrit sur l'évaluation d'une proposition. Et puis, je vous ai mis le lien sur le formulaire d'évaluation que doivent remplir, enfin, qu'on peut trouver sur le site de la commission, que doivent remplir nos experts. Ensuite, sur la dimension du genre, le PCN juridique et financier a fait un webinaire il y a quelque temps, donc vous pouvez le revoir sur le lien que je vous ai indiqué. Et je vous rappelle aussi que le support de présentation vous sera communiqué en même temps que sur notre site, en même temps que la vision. Enfin, vous pouvez revoir le webinaire également. Donc, vous pouvez revoir également la partie juridique et financière et SHS de notre webinaire. Et sur les pratiques de sciences ouvertes, le PCN juridique et financier a également fait un webinaire qui présente les attendus de cette dimension. Et vous pourrez aussi focaliser uniquement sur la partie HSS dans le premier webinaire dont je vous ai parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir ces outils, hein, ils sont à disposition sur le site horizon.gouv et ça vous permet de bien vous approprier les attentes de ces dimensions transversales attendues par la Commission. Donc, je vous mets là pour nous contacter notre mail générique. N'hésitez pas à nous poser des questions et interagir avec nous. Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de diffusion pour recevoir nos actualités, notre newsletter. Vous pouvez également contribuer à ce qu'on appelle être nos relais dans Horizon Europe. C'est que vous nous accompagnez, vous appuyez notre démarche pour sensibiliser la communauté. Donc, vous relayez nos outils, vous relayez nos propositions et vous nous accompagnez dans cette démarche. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que relais si vous le souhaitez, contribuer d'une façon un peu plus pour nous appuyer dans les PCN, dans nos démarches. Et ensuite, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et notre site internet. Et je vous mets également l'adresse générique du PCN juridique et financier. Donc, en conclusion, je vous propose n'hésitez pas à prendre la main, à lever la main pour poser des questions à notre expert. Et puis, ou même poser des questions via le chat si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment d'interagir avec nous. Et vous avez la chance de pouvoir interagir directement avec Constantin qui maîtrise les process d'évaluation. Donc, profitez bien de ce moment pour échanger avec nous. Je prends une question qui est de Jade Varin sur qui compose les comités d'évaluation. Comment ça marche? En fait, vous postulez sur le site de la commission pour devenir évaluateur et avec un peu de chance, un jour, quelqu'un vous attrape parce qu'ils ont besoin d'évaluateurs et ils ont souvent besoin. Si j'ai un conseil à donner, restez assez large dans les mots-clés que vous allez mettre là pour être choisi. Hein. N'ayez pas peur de ne pas être des vrais spécialistes dans tous les domaines. Ne mettez pas là où vous êtes vraiment spécialiste, hein, parce qu'il n'y aura pas assez de spécialistes sur certains domaines. Donc, après, vous êtes choisi dans une petite liste et après, typiquement, le project officer va choisir ses experts. Hein, va choisir ses experts selon les compétences qu'il y a dans les propositions, enfin, les sujets qu'il y a dans les proposals, et il va créer un mix d'experts qui sont compétents, soit dans certains aspects, quand il y en a beaucoup, hein, soit dans l'ensemble, mais en général, il se peut qu'il y ait deux experts qui sont très bons dans la partie scientifique, un expert qui soit très bon dans la partie SSH et la partie exploitation, par exemple, etc. Hein. Donc, on essaye de conformer un panel qui couvre tout l'école. Les écoles sont de plus en plus complexes. Donc, c'est pratiquement plus possible de trouver
des gens qui sont experts dans tout le col. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a des compromis aussi à faire, des équilibres à faire entre hommes-femmes, là on parle de gender balance, entre États membres, hein, entre public-privé. Hein. Et c'est des choses qui sont réelles. Moi, j'ai vu en 20 ans comment ça a évolué. Au début, il y a 20 ans, c'était pratiquement que des hommes, pratiquement que des académiques. Et là, maintenant, on est vraiment sur des gros équilibres. Hein. Euh, donc, c'est ça le mix d'évaluateurs. Ce qui me fait dire aussi, quand vous rédigez autant pour un chercheur qui va aller chercher le petit détail parce que votre projet leur intéresse, le petit détail scientifique, etc., hein, qui va être très pointu sur l'évaluation de la partie scientifique. Hein. Vous êtes en train aussi de le rédiger pour quelqu'un dans le privé, qui est dans le privé, qui va voir est-ce que ma supply chain est complète, est-ce que la partie propriété industrielle elle est crédible, est-ce que l'open science et la partie publication, lui, il s'en fout, il connaît pas grand-chose. Et vous pouvez avoir aussi des généralistes, hein, qui vont un peu capter beaucoup de choses, mais pas forcément en profondeur. Par contre, c'est des gens qui vont être beaucoup plus sur l'implémentation de votre projet, hein, sur la communication, sur ce type de choses. Donc, vous rédigez votre proposition pour tout ce beau monde. Et, je vois aussi encore une question sur do no significant harm. Perso, je n'ai jamais été confronté à ça, donc je ne pense pas que je puisse beaucoup vous aider. Hein. Je pense peut-être que Marilyn a une idée. C'est en quoi votre projet, en fait, ça répond à la taxonomie européenne, c'est en quoi votre projet ne doit pas avoir un impact négatif sur l'environnement, en fait, sur l'économie. Il y a 6 objectifs environnementaux à ne pas impacter, si je puis dire. C'est le changement climatique, l'adaptation, l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, la qualité, la pollution et la pollution, et puis la protection des ressources marines. Donc en fait, vous devez démontrer en quoi votre projet n'a pas d'impact ou en quoi vous êtes vigilant sur cette dimension-là, en fait. Je ne sais pas Juste, si... Oui. ouais, Marilyn, juste pour ajouter un complément de manière pratique, par exemple, je ne sais pas, vous développez une technologie qui améliore quelque chose dans un domaine, mais ça va produire beaucoup du CO2 que vous n'allez pas stocker par la suite. Par exemple, ça c'est juste un cas pratique. C'est après, je crois, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y a des KPI en général parce que vous avez ça. Forcément, quand on va utiliser je sais pas, pour utiliser des technologies, on va améliorer quelque chose, on va innover. Forcément, il va y avoir du CO2 qui sera produit ou d'autres gaz à effet de serre. L'idée, c'est que combien vous allez le faire. Si dans le projet, c'est précisé bon, qu'il faut le stocker, bah, dans ce cas-là, il faut le stocker. Et après, comme je disais, normalement, il y a des KPI. Pour chaque projet, je ne peux pas vous donner des exemples, mais il y a des KPI pour chaque projet. Ils disent, bah, je ne sais pas, il ne faut pas produire plus de tel ou tel, je ne sais pas, pourcentage de voyez? Donc, c'est bon, les 6 objectifs ont été mentionnés par Marilyn. Et après, c'est cas par cas, en fait, hein, pour chaque projet. Il a de manière générale, bon, après, il a des cas qui sont tellement gros que, je ne sais pas, vous allez proposer, je ne sais pas, de faire une technologie que vous brûlez du charbon. Bon, j'exagère un peu, mais par exemple, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Après, c'est dans le programme guide, bah, s'ils sont marqués tous les 6 objectifs mentionnés par Marilyn. Merci. À titre d'exemple, dans le projet que je vous ai présenté au niveau de la destination 1, en fait, leur activité n'allait pas produire un impact environnemental négatif sur ces 6 objectifs. Donc, ils ont juste présenté, de dire, ils ont écrit ça, hein, c'est que leur activité n'allait pas avoir un impact environnemental négatif, et en plus, d'une façon positive, qu'ils allaient contribuer à améliorer l'adaptation au changement climatique en influençant ou en ayant un meilleur impact des politiques européennes. Donc, en fait, ils ont un peu retourné la question, c'est-à-dire que
leur activité étant très finalement sciences humaines et sociales, ayant peu d'impact, ils ont décidé de montrer aussi qu'ils allaient avoir un effet positif sur ces objectifs. Ça peut être une façon aussi de montrer qu'on a intégré et bien pris en compte ce critère. En termes généraux ou général, je sais plus. Et soyez précis. Soyez précis, vous justifiez ce que vous affirmez, hein, ce que Vassil a dit. Hein. Mettez des KPI, des thresholds, justifiez. Hein. Les projets où on disait bon, mon objectif c'est avancer scientifiquement dans telle et telle chose, c'est fini, enfin, ça ne marchera pas si vous ne dites pas de combien. Hein. Et c'est valable pour, et c'est sage pour gender dimension, c'est valable pour tout ce qu'on mentionne. Même si c'est des petites choses qui vous paraissent, bon, enfin, c'est pas super important parce que le sujet principal, c'est telle et telle chose. Et c'est surtout la science, c'est le bon vieux réflexe qu'on a tous. Sachez que vous allez, pas parce que vous avez bien justifié la robustesse de votre modèle d'intelligence artificielle que vous allez gagner plus de points. Mais par contre, si vous ne le faites pas, c'est sûr que vous allez en perdre. Hein. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les propositions, ou pratiquement toutes, sont très, très bonnes. Donc, discriminer, ça devient très difficile. C'est exactement ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que comment ne pas perdre les points, parce que votre méthodologie, ben, c'est la vôtre et vous êtes convaincu que votre projet est bon, mais ensuite, il faut faire en sorte de ne pas perdre des points parce que c'est très compétitif. Et je vous ai juste indiqué dans le chat un lien vers un guide pour bien prendre en compte du Do Not Significant Harm qui est proposé par la commission. Donc, n'hésitez pas à le relire et à vous l'approprier pour bien prendre en compte ce critère. Et après, juste une petite particularité dans le Working Package 2021-2022, je n'étais pas sûr, donc je viens de vérifier. C'était marqué le principe de not significant harm. Cette fois-ci, donc c'est marqué dans l'introduction, dans ce qu'on appelle Key Strategic j'ai oublié les paramètres stratégiques, les critères stratégiques. Et après, par contre, dans le cadre du 2023, programme de travail 2023-2024, ce n'est plus mentionné dans l'introduction. Par contre, vous retrouvez ce principe pour divers projets, pour divers appels à projets. Donc, vous ne l'avez pas dans l'introduction, mais vous l'avez pour. Donc, en tout cas, quand vous allez, de manière générale, même si ce n'est pas marqué, il faut tenir compte, encore une fois, si c'est vraiment tellement énorme, que ça ne sert à rien de développer une technologie si ça produit beaucoup de CO2 que vous n'allez pas stocker par la suite. Par contre, encore une fois, Constantine, il a mentionné aussi, s'il y a quelque chose qui dépasse, mais c'est bien justifié et ça améliore de notre côté, il n'y a pas un souci, mais il faut justifier. Et encore une fois, dans le 2023-2024, pour chaque projet où c'est mentionné, là, par contre, il faut bien tenir compte. Voilà. Donc, c'est encore plus que ce n'est pas mentionné de manière générale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. J'ai envie de dire, écrire une proposition, c'est autant un travail complet, il faut savoir les rédiger. Hein, tous ces termes, SSH, FAIR, Gender Dimension, tout ça, ça paraît. Il y a énormément de choses à apprendre. Hein. Mais n'oubliez pas que vous êtes en train de vendre votre projet, donc il y a un travail de marketing. Vous le vendez à des experts qui doivent le trouver bon pour que la commission finance, quoi. Donc, c'est cette notion aussi de... Et pas tous les experts sont sensibles aux aspects environnementaux, hein. Pas tous les experts sont sensibles aux aspects sociaux, tous ces types de choses. Mais il y a beaucoup d'experts
qu'ici le sont, et surtout, même ceux qui ne le sont pas, ils ont un chairman et un project officer derrière pour s'assurer qu'on évalue la question, quoi. On a une question d'Élodie pour vous, Constantin. Les propositions sont toutes bonnes. Les coordinateurs de projet savent comment intégrer ces dimensions en général, mais comment mettez-vous une proposition en avant par rapport à d'autres? Comment tout est correctement rempli, finalement? La question est vaste. Oui, aujourd'hui, il y a des institutions qui sont expertes en rédiger des propositions, hein. C'est rare que quelqu'un qui débute dans cette histoire se mette autour de la table avec 3-4 personnes, rédige une proposition et l'est du premier coup. Ça arrive, hein, mais c'est très très rare. C'est beaucoup de RTO, beaucoup de cabinets qui savent bien rédiger, mais gérer toutes ces choses-là. Après, j'ai envie de dire, peu importe si c'est rédigé par un cabinet expert dans le domaine, quand le travail technique et scientifique est creux, ça se voit. Quand il y a quelque chose qui n'est pas carré, ça se voit. Et du coup, et n'oublions pas, la plupart des gens sont des gens du technique, du scientifique. Donc, cette partie-là doit être super carrée, super bonne, bien faite, hein. Et tout en découle derrière, hein. L'analyse de risque en découle derrière, hein. Après, il y a des gens qui sont plus carrés pour écrire des propositions. Même par nationalité, il y a des différences. Donc, voilà. Mais c'est très difficile, hein. Je vous avoue, comment mettre en avant plus une autre, c'est difficile à dire. La partition, c'est rien oublier derrière, quoi. Il y a des guidelines clairs pour qu'on sache. Est-ce qu'il y a des guidelines? Oui, il y a des guidelines, mais pas tous les experts les connaissent, hein. Donc, c'est très utile. Mais à la limite, quand les experts ne connaissent pas les guidelines, c'est tant mieux pour vous si vous les connaissez, parce qu'ils vont être impressionnés. Merci pour ce retour. Oui, je peux ajouter les guidelines, ils sont dans le même programme guide, hein, du Horizon Europe, hein. Vous les avez, il y a un paragraphe, chapitre 10, qui est sciences humaines et sociales. Donc voilà, vous avez, comme Constantine l'avait dit, donc ils sont dedans. Et après, bon, il y a des évaluateurs qui les connaissent bien, comme il disait Constantine, qui sont généralistes. Ceux-là, ils les connaissent. Ils sont moins bons en sciences, disons, mais ils connaissent, ils évaluent plus sur les critères généraux. Mais il y en a effectivement, comme il y a pour de données significantes à armes, il y a pour SSH, il y a pour le genre, il y a pour tout. Donc effectivement, il y en a. Au moins, il y a un paragraphe et vous allez voir ce qui est, vous pouvez le lire. Voilà. Et nous travaillons étroitement avec le PCN-SHS afin de voir comment vous accompagner au mieux pour intégrer. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver un outil ou des présentations pour pouvoir vous aider à identifier des experts selon les thématiques. Souvent, on parle beaucoup, plus pour les IA, l'acceptation des technologies peut être aussi une façon d'intégrer les sciences humaines et sociales. C'est souvent dans cet aspect-là qu'on peut le voir, mais il n'y a pas que cette dimension-là. Et c'est vrai que dans le webinaire, il y a sur les ESR qu'on a fait avec le PCN juridique financier et le PCN-SHS, on a commencé à initier cette démarche-là. Peut-être que ça pourra vous donner des pistes si vous pouvez le revisionner ou regarder uniquement la présentation faite par le PCN-SHS. Donc, Benjamin vous propose aussi de regarder sur le Slido. N'hésitez pas à voter pour évaluer notre webinaire. Donc, il y a un petit commentaire. Si jamais vous reprenez des parties d'un vieux projet qui a été bien noté
pour resoumettre au moins dans une autre proposition cette partie, parce que cette partie a été bien notée, vous la revoyez en entier. Vous la revoyez en entier parce que c'est pas parce qu'un groupe d'experts a trouvé cette partie bonne que le groupe d'experts suivant va la trouver bonne. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas, hein. Et juste en complément de ce que vient de dire, parce que ça me rappelle justement un projet qui a été déposé par un consortium dans le Green Deal, et après il a été redéposé dans le cluster 5, et il ne comprenait pas justement pourquoi il a un critère qui a été critiqué dans le Green Deal, ils l'ont repris dans le cluster 5 et disaient mais c'est pourquoi ils l'ont critiqué là-bas et là maintenant on a amélioré et finalement dans le deuxième projet, il n'a pas été vu de la même manière. Il y avait deux raisons pour laquelle. Une qui vient de mentionner Constantine, justement, c'est pas le même groupe d'évaluateurs. Et la deuxième, c'est que il faut faire attention, ce qui était demandé dans le Green Deal était pas entièrement, moi j'avais lu justement parce que moi j'étais moi-même surpris, donc du coup j'avais lu, comme j'étais dans le comité d'évaluation pour le MRSEI, dont le consortium avait gagné un grand MRSEI pour monter le projet européen, j'avais regardé, effectivement, il a des petites différences. Elle n'était pas énorme, mais elle avait des petites différences. Donc, il avait ces deux parties. Ce n'est pas les mêmes experts qui évaluent. Et en même temps, il faut quand même faire attention que c'était pas tout à. Il faut regarder quels sont les petits détails. Bon, comme vous savez, le diable se cache dans les détails. Donc, il faut faire attention à ça. Merci. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, le temps de ce webinaire est terminé. Donc, je remercie à Constantine et Vasile et Benjamin en bac sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc voilà, je sais pas si c'est Juste Marilyn, parce que je vois que la question est tombée dans le Slido. Est-ce que tu pourrais vraiment en 30 secondes expliquer ce que c'est un KPI? C'est un indicateur, les KPI sont des objectifs, vous fixez des objectifs à votre projet et le KPI, c'est des dimensions stratégiques que vous y donnez, c'est-à-dire quelle dimension, quelle quantification vous allez donner. Souvent, on vous conseille de respecter SMART. Donc, si vous décidez de réduire de tant de pourcents, vous allez réduire les émissions d'effet de serre, des gaz à effet de serre, vous devez identifier d'une façon réaliste, mesurable, atteignable et acceptable la quantification de cet objectif. Donc, le KPI, pour moi, c'est la quantification des résultats que vous allez donner à votre projet, l'ambition que vous allez donner. Enfin, je ne sais pas si je suis un peu prise à chaud comme ça. Je peux ajouter quelque chose. Pardon, Constantine, allez-y. Non, vas-y. Je vais juste traduire. Hein. Ah oui, non, en fait, Key Performance Indicator, ouais. Yeah. Mais en fait, ce qu'il faut, donc, comme vient de dire Marilyn, c'est vous pouvez créer des KPI pour vos objectifs, mais en même temps, parfois, il y a des KPI qui sont demandés par la Commission européenne. Et là, vous savez, parfois, il y a une ligne dans un texte d'appel où il dit, bon, il faut les KPI du tel ou tel programme ou directif. Il faut y aller chercher. Nous, sur le PC1 Climat Énergie, sur le site du ministère, on a fait un fichier où c'est marqué les documents qui sont utiles. Il faut aller au-delà. Et dans ces documents utiles, dans telle ou telle thématique, vous allez avoir des KPI. Et Constantine a mentionné aussi, n'oubliez pas qu'il faut que ce soit quantitatif, pas seulement qualitatif, il faut que ce soit quantitatif, quantifié. Il faut quantifier surtout quand c'est demandé. Il y a des appels à projets sur les batteries qui me viennent en tête où c'est marqué clair et net. Il faut améliorer du 20% je ne sais pas, la capacité d'une batterie. Il faut améliorer du 20%. Il ne faut pas améliorer du 10,2 il faut améliorer du 20, il faut améliorer du 20. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Merci. Il faut être N'oubliez précis. pas que vous pouvez avoir des évaluateurs, comme moi d'ailleurs, qui viennent du privé et nous, on marche que sur du... Enfin, nous, il faut nous dire combien, quoi. J'espère que nous avons répondu à la question. Là, on est chaud. On peut continuer. C'est une question, les KPI. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement. Merci pour vos questions. Merci à Constantine et Vasile et Benjamin. Et puis,
Merci à toi, bientôt Marilyn. Merci. À bientôt pour un prochain événement du PCN. À votre service. Et merci à nos participants. Merci à vous Merci tous. beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.